Donc bonjour tout le monde, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. C'est ma première fois dans le FORSCA, donc j'ai été agréablement surprise par la qualité de l'organisation, la qualité des orateurs, la qualité de la thématique. Donc j'ai beaucoup de chance de suivre mon collègue, mon colonel Bouzlmat, et je suis ravie de pouvoir discuter. Dieu sait que déjà un mariage à deux, c'est très difficile d'entretenir. Donc on essaiera de faire aboutir un mariage à trois entre le cœur, le diabète et la maladie rénale chronique. Donc c'est pas surprenant qu'il y ait une explosion depuis 2010 de la maladie du diabète, puisqu'on estimait déjà en 2025 que le nombre de patients allait atteindre les 438 000 patients en 2025. Et ce taux, on l'a déjà atteint en 2021, puisqu'en 2025, on estime le nombre de patients à un demi-milliard de patients diabétiques. Donc, avec d'ici 2045, 800 millions de patients diabétiques dans le monde. Cette incidence ne cesse d'augmenter, intéressant mondialement avec une répartition géographique, puisque avec une incidence qui augmente plus au sud qu'au nord. La mortalité liée au diabète ne cesse d'augmenter chez les adultes entre 20 et 79 ans, dominée par, malheureusement, les complications cardiovasculaires dans un tiers des cas. Au Maroc, donc, on estime en 2015 que le nombre de patients, il atteignait 1,6 million de patients et sont diabétiques. Et d'ici 2040, on estime que le taux de patients ou le nombre de patients diabétiques au Maroc va atteindre les 3 millions de patients, soit une augmentation de 70%, ce qui est énorme. Ça, alors qu'un adulte sur deux, selon le IDF en 2015, est non ou mal diagnostiqué au Maroc, d'où l'intérêt d'un dépistage ciblé. Concernant la néphropathie diabétique, donc l'étude pilote réalisée au Maroc, et c'est une étude pilote, je dirais même en Afrique, qui a intéressé 10 000 patients, c'est une étude de prévalence et des facteurs de risque, le maladie rénale chronique due au diabète et à l'hypertension vient en première classe, puisque le diabète représente 32% des maladies rénales chroniques, suivies de l'hypertension artérielle. Dans le monde, donc, le diabète il représente la première cause de progression de l'insuffisance rénale chronique et c'est un facteur très fort de mortalité cardiovasculaire chez le diabétique. Plusieurs mécanismes y participent. Ce n'est pas le fait d'avoir une hyperglycémie qui va donner une néphropathie diabétique, parce qu'on ne sait pas qui va faire cette néphropathie diabétique, mais ce qu'on sait, que 50% des patients vont faire une maladie rénale chronique. On ne parle plus de néphropathie diabétique, on parle de néphropathie diabétique lorsqu'on a fait une biopsie et on a une confirmation histologique. On parle, le terme qu'on doit utiliser maintenant, c'est maladie rénale diabétique. Et 20% de ces patients qui vont présenter une maladie rénale diabétique, malheureusement, ils vont évoluer vers l'insuffisance rénale terminale avec la nécessité de mise en dialyse. Cette insuffisance rénale, cette nécessité de prendre les patients en traitement de suppléance coûte cher pour le système de santé de façon sur le plan national et international. La particularité de la maladie rénale diabétique ou de la néphropathie diabétique, que c'est une pathologie qu'on peut stopper, qu'on peut améliorer, qu'on peut au moins ralentir la progression. Et pour ralentir la progression, il faut agir sur deux facteurs principaux. Le premier, c'est l'hypertension. Le deuxième, c'est la protéinurie. Il faut savoir qu'il y a deux types de facteurs. On parle de facteurs modifiables, c'est-à-dire qu'en étant médecin, on peut agir et les améliorer, et des facteurs non modifiables, donc comme l'âge, le sexe, la race et le type de diabète. Et vous êtes en train de voir que, par exemple, un patient qui est diabétique, en améliorant l'hypertension, en améliorant la protéinurie, on arrive soit à stabiliser la fonction rénale, soit au moins à ralentir la progression vers l'insuffisance rénale chronique terminale et la mise en dialyse. Ce patient diabétique avec une maladie rénale
ou une néphropathie diabétique, quand il commence à développer une microalbuminurie définie par une albuminurie au-delà de 30 mg par gramme, et quand il installe une insuffisance rénale moins de 60 ml/min, il est considéré comme un patient à haut risque de mortalité cardiovasculaire. Le fait d'améliorer cette maladie rénale permet d'améliorer la mortalité. On peut même gagner jusqu'à 47% de diminution de la mortalité lorsqu'on corrige cette albuminurie, lorsqu'on retarde le déclin de la fonction rénale. On ne parle plus d'organes, on parle d'un conditionnement ou d'un système métabolique et cardio-rénal. C'est-à-dire, un patient qui est diabétique, c'est un patient qu'on sait très bien qu'il va développer une maladie rénale chronique, qu'il va développer un diabète. Et maintenant, on s'intéresse plus au système métabolique et cardio-rénal. Un patient qui est diabétique fera dans un tiers des cas une maladie cardiovasculaire. Dans 37%, il va faire une maladie rénale diabétique. Ces patients, ils vont décéder par le cœur, pas par autre chose. Ces patients, ils vont développer l'insuffisance cardiaque. Et quand on développe l'insuffisance cardiaque, on va développer une maladie rénale diabétique ou une insuffisance rénale chronique. Et quand on développe l'insuffisance rénale chronique, on majore la mortalité de 25 à 28%, avec un risque accru chez ces patients de passer en hémodialyse. Donc, on parle maintenant de conditions métaboliques et cardio-rénales qui sont intimement interconnectées, difficiles à gérer, souvent coexistants. Un autre slide que j'apprécie énormément et qui est très représentatif, un patient qui est diabétique, compliqué soit d'une maladie rénale chronique, soit d'une atteinte cardiovasculaire, son espérance de vie est diminuée de 9 à 12 ans par rapport à un patient non diabétique. Donc, c'est une cause de décès prématuré. Ces conditions métaboliques et cardio-rénales n'augmentent pas seulement, mais elles doublent les événements cardiovasculaires. L'altération du cœur entraîne un endommagement du rein et vice-versa. L'atteinte cardiaque, il va entraîner une stimulation du système rénine-angiotensine et l'atteinte rénale va entraîner une altération cardiaque qui, au terme, peut donner une insuffisance cardiaque. Donc, quel est l'objectif de notre traitement? L'objectif du traitement sera porté sur 4 volets. Ce patient qui est diabétique, qui se présente à la consultation, généralement multicompliqué, on doit agir sur la réduction du risque cardiovasculaire, sur le contrôle glycémique, sur le contrôle de la tension par le mécanisme d'une inhibition du système rénine-angiotensine. Donc, à travers ce cas clinique, on va essayer donc de voir qu'est-ce qu'on va faire. Donc, une femme de 52 ans qui est diabétique type 2 depuis une année, donc référée pour l'évaluation d'une protéinurie, diagnostiquée il n'y a que 3 mois, avec des antécédents familiaux de néphropathie diabétique, une tension artérielle à 140/95 bien prise, comme Dr Bouzlmat l'a dit, avec une fonction rénale qui est normale et une protéinurie, donc à la bandelette, on trouve 3 croix. Donc, d'après vous, donc, quelle est la réponse la plus correcte? Est-ce que la découverte d'une protéinurie à 6 mois après le diagnostic du diabète type 2 est fortement contre le diagnostic de la néphropathie diabétique? Est-ce que le fait d'avoir un fond d'œil normal élimine le diagnostic? Est-ce que le diagnostic le plus probable est la néphropathie diabétique? Ou est-ce que l'augmentation de la tension chez la majorité des patients présentant la néphropathie diabétique n'est observée qu'après un déclin de la fonction rénale? Donc, heureusement, le diabète, c'est une pathologie qui va suivre une évolution. Donc, en général, le diabète, quand il s'installe, il va s'installer en premier, il nous donne des signaux d'alarme, il va nous dire « moi, je suis en train de s'installer », moi, je suis en train de léser le rein, moi, je suis en train maintenant de modifier sur le plan hémodynamique et structural le rein. Et le premier signe qu'il faut faire attention, c'est des patients qui vont venir pas avec une aggravation de la fonction rénale, mais avec une amélioration de la fonction rénale, c'est ce qu'on appelle l'hyperfiltration. C'est des patients que vous allez trouver avec 4-5 de créatinine. Demandez est-ce qu'il mange beaucoup de protéines ou non, s'il a un régime, je ne sais pas, végétal.
Si ce n'est pas le cas, il vous dit je mange avec une créatinémie qui est basse, c'est qu'il est en train de faire une hyperfiltration, premier signe de la néphropathie diabétique. Dans les 2 ans, 5 ans qui vont suivre, c'est un patient qui va rester silencieux, il ne va rien montrer, on va faire des bilans, on ne va rien retrouver. Et c'est à partir de la 5e année du diabète type 2 qu'on va trouver une albuminurie, une microalbe qui va s'installer, puis une aggravation progressive de cette microalbe. La tension artérielle, l'hypertension artérielle chez le diabétique type 2, elle s'installe dès le départ. Pas comme le diabétique type 1. Le diabétique type 1, l'hypertension, elle va s'installer dans les 10-15 ans après le début du diabète. Un diabétique type 2, on ne sait pas quand est-ce qu'il a commencé son diabète. On dit que minimum 5 ans, il a évolué, que minimum un diabétique type 2, il a eu 5 ans de diabète qui était non diagnostiqué. Donc, si on veut récapituler, un diabétique type 2 fera des modifications aussi bien fonctionnelles que hémodynamiques. Les lésions histologiques vont s'installer, l'hypertension s'installe dès le départ, puis une microalbe qui va s'installer qui va progresser dans le temps pour devenir protéinurique, et puis l'insuffisance rénale qui va s'installer, et avec le temps, on aura une augmentation de ce risque cardiovasculaire. Faire attention, lorsque vous demandez une albuminurie, de demander au patient s'il n'est pas en tableau d'insuffisance cardiaque, s'il n'est pas fébrile, s'il n'a pas eu une infection urinaire, s'il n'a pas fait un exercice physique, parce que ça peut donner des fausses albuminuries, comme se méfier, pas toutes les albuminuries ou les protéinuries, c'est des protéinuries liées au diabète. Normalement, un syndrome néphrotique qui s'installe chez le diabétique de façon brutale, il faut se méfier. Une aggravation de la fonction rénale rapide, il faut se méfier. Un patient qui a un bilan immunologique positif, ce n'est pas probablement une néphropathie diabétique, il faut rechercher autre chose. La présence d'une hématurie, c'est anormal chez le patient diabétique. Éliminer une infection, éliminer une atteinte des voies urinaires basses, et si on trouve toujours cette hématurie, il faut penser à autre chose. Donc l'énoncé le plus correct, c'est parce que le fait de trouver une patiente qui a une protéinurie, c'est tout à fait normal au moment du diagnostic parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il a développé le diabète. Le fond d'œil chez le patient diabétique type 2, il n'est positif que dans 70% des cas. Donc le fait d'avoir un fond d'œil qui est normal chez un diabétique n'élimine pas la néphropathie diabétique. Et le fait de trouver une tension artérielle initialement avec le diagnostic du diabète, avec le diagnostic de maladie rénale diabétique, elle est tout à fait normale chez le diabétique type 2. Donc le deuxième cas, j'espère que je serai aussi rapide, plus rapide que Dr Bouzlmat, parce que j'ai mis 4 cas. Je ne sais pas comment... Il me reste combien de temps? Parce qu'il y a ma collègue qui n'est pas... Vous avez encore 10 minutes. 10 minutes? D'accord. Donc, vous avez le temps pour... D'accord. Donc une femme obèse qui se présente pour un suivi, il est actuellement sous metformine, donc 500 mg de fois et un IEC. Sa tension artérielle, elle est à 129/74 et l'examen physique est sans particularité. Donc le bilan biologique, ce qui est intéressant, trouve une albuminurie sur une créatinurie qui est à 400 mg par gramme et surtout une hémoglobine glyquée qui est à 9,1%. Donc quel est l'objectif d'hémoglobine glyquée que vous ciblez pour cette patiente? Est-ce que vous ciblez près de 6%? Est-ce que vous ciblez les 7%? Est-ce que vous ciblez entre les 8 et 9%? Je rappelle qu'elle était à 9,1%. Et sinon, vous vous intéressez pas vraiment à l'hémoglobine glyquée parce que pour vous, il n'y a pas de corrélation entre l'hémoglobine glyquée et l'atteinte microvasculaire. Environ 7. Donc, selon les recommandations rénales, donc la Haute Société rénale, donc plus le patient il a une maladie rénale sévère, plus le patient il a des complications cardiovasculaires, plus il a des comorbidités, plus l'espérance de vie elle est moins, plus il y a de risques d'hypoglycémie, plus on ne sait pas comment il va gérer ses hypoglycémies, il ne faut pas cibler bas, il faut cibler entre 6,5 et 8, surtout chez les sujets âgés, c'est les 7-8%. Une particularité chez les patients qui ont une maladie rénale chronique, c'est que l'hémoglobine glyquée peut être faussée, soit biaisée vers la hausse quand on a une acidose,
soit biaisé vers la baisse quand on a une anémie. Et donc, il faut toujours savoir personnaliser cette hémoglobine glyquée selon le profil du patient, selon ses comorbidités et selon l'espérance de vie. Toutes les études, donc, elles confirment ce qu'on est en train de dire, puisque chez des groupes où on visait des hémoglobines glyquées très basses avec un traitement intensif, on n'avait pas un avantage sur les événements cardiovasculaires, mais plus de mal que du bien, puisque ces patients faisaient des hypoglycémies. C'est des sujets âgés, quand ils se réveillent, ils chutent avec des fractures, donc il n'y a pas lieu, ça ne montrait pas d'amélioration par rapport aux événements cardiovasculaires, sauf pour quelques études où il montrait une amélioration pour la fonction rénale et pour l'albuminurie. Donc ce patient, il va être traité par les lifestyles, comme on dit les Anglais, ou les mesures hygiéno-diététiques, donc le sport, la réduction du sel, l'arrêt du tabac, de l'alcool, l'équilibre glycémique, tensionnel et la régulation des dyslipidémies. Les différentes recommandations insistent, et même les dernières 2022, sur le fait qu'il faut personnaliser le traitement, prendre le patient dans sa totalité, savoir comment il aura accès à son traitement. La metformine, elle a toujours sa place, associée à d'autres médicaments, selon les comorbidités et selon l'objectif du traitement, l'objectif pourquoi on veut traiter ce patient. Donc, toujours le lifestyle, la perte du poids, l'adaptation des apports alimentaires. La metformine chez les patients qui ont une maladie rénale chronique est autorisée jusqu'à 45. Entre 45 et 30 ml, il faut réduire les doses. Moins de 30 ml, il faut arrêter la metformine. Actuellement, on indique les inhibiteurs SGLT2 en association avec la metformine comme traitement de première intention, puis les autres traitements qui vont être adaptés selon le débit de filtration glomérulaire et le profil du patient. N'oubliez jamais, s'il vous plaît, qu'il faut, chez les patients qui présentent une insuffisance rénale, adapter les doses. Seule la rébaglinide, l'insuline et certains anti-DPP4 qui sont autorisés jusqu'à des stades avancés de la maladie rénale chronique. Et donc, chez cette patiente, sur la base de ce qu'on a vu, on préconise les 7% qui restent plus réalistes et plus faciles à accéder avec moins de risques chez cette patiente. Donc, le troisième cas, c'est un patient qui diabétique, multicompliqué de rétinopathie, de neuropathie, d'insuffisance rénale chronique, qui est mis sous insuline et amlodipine, qui a une tension artérielle à 150 sur 95. La fonction rénale, elle est dite altérée, elle est à 15 mg par litre. Le rapport, il est à 800 mg et le diabète, il est équilibré à 7,1%. Donc, quel objectif tensionnel pour revenir à la question de notre ami? Donc, bien que la tension artérielle est plus basse, diminue les événements cardiovasculaires, il n'y a aucun impact sur les résultats rénaux cliniques significatifs. Est-ce qu'on doit viser moins de 140 sur 90? Est-ce qu'on doit viser plus bas, mais rester au-delà de 110 sur 70? Ou est-ce qu'on doit, chez le sujet âgé, selon dépend de l'âge du patient, avec des objectifs moins de 150 sur 95 chez les patients de plus de 65 ans? Donc, au jour d'aujourd'hui, et depuis 15 ans, plusieurs recommandations, il sort. Donc, cible tensionnelle, s'il vous plaît, cette année, c'est 130 sur 80, l'année qui suit, c'est 140 sur 90, je ne sais pas quoi, et on se termine, donc les dernières recommandations pour l'atteinte rénale, elles visent les 120 sur 80. Mais on va voir que ce n'est pas aussi facile et aussi clair que ça. Donc, vous êtes en train de voir les différentes recommandations. Donc, sur 6 ans, on a changé les recommandations chaque année. Donc, la cible tensionnelle, elle était à 140. En 2017, c'est moins de 130 sur 80. En 2018, on vise moins. Comme on dit sur le Bouzlmat, lower is not better, ou je ne sais pas quoi. Et on visait toujours, on préconisait une monothérapie. Et à partir de 2018, on préconise une bithérapie.
Les molécules qui ont été utilisées, c'est les bloqueurs du système rénine-angiotensine ou les anti-aldostérone qui ont montré leur efficacité pour la protection rénale, pour la réduction de l'albuminurie, pour la réduction du dédoublement de la créatinine, pour le ralentissement pour l'évolution de l'insuffisance rénale chronique et la mise en dialyse. Ce que vous êtes en train de voir, que l'IEC et les ARA2 ont montré leur efficacité et que la répartition qu'on faisait avant pour le diabète type 1, on doit le mettre sous IEC, le diabète type 2, on doit le mettre sous ARA2, ça ne se fait plus, c'était plus du marketing qu'autre chose. Les deux molécules, normalement, ils assurent une protection rénale. Et donc, l'étude rein, première étude qui a été réalisée donc, pour la protection rénale, avait montré qu'il y a une protection et une diminution du déclin de la fonction rénale lorsqu'on utilisait le ramipril par rapport au placebo, et que l'utilisation de ce médicament permettait de garder une fonction rénale moyenne plus importante. S'il vous plaît, il vous reste 2 minutes. Donc je passe vite. La protection est assurée également sur le plan cardiaque. Ce qui est intéressant à dire, donc il est nécessaire pour moi de traiter les patients de façon pharmacologique lorsqu'on trouve une pression artérielle confirmée au-delà de 140 sur 90 ou 135 sur 85 lorsque le patient a bénéficié d'une automesure, que la cible de la tension pour être plus réaliste doit être inférieure à 140 sur 90, surtout chez les sujets diabétiques selon les recommandations françaises, et que cette cible peut être visée vers le ciblé ou partir vers le bas lorsqu'on a des complications ou des risques, des facteurs de risque cardiovasculaire, à condition que cette tension artérielle soit bien tolérée, sans effet secondaire, et surtout chez le patient diabétique, pensez aux hypotensions orthostatiques. Donc la réponse était ça. À côté de ces traitements, si on donne des IEC, si on donne des ARA2, si on donne la potion magique, le patient ne va pas améliorer ses chiffres tensionnels s'il ne suit pas un régime. Et ce régime, c'est le régime sans sel. Et c'est quoi ce régime sans sel? C'est 2 à 5 grammes. Et sur le plan pratique, qu'est-ce que vous dites aux patients? Ce qui est plus gérable, ce qu'on a trouvé chez nous, c'est un pain sans sel avec un régime. Ce qu'on propose chez nous au service, c'est qu'il prend une cuillère de café, moitié de cette cuillère, il va la répartir sur tout son régime de la journée. C'est plus facile et c'est plus pratique pour lui. Il ne va pas se priver de l'alimentation avec sa famille. Et pour le patient qui a une maladie rénale chronique, il faut réduire les apports en protéines. Et les apports en protéines, c'est 0,8 grammes kilo. Et il faut savoir que 100 grammes de viande correspond à 25 grammes de protéines. C'est-à-dire, si elle mange 100 grammes, ça lui permet d'avoir moins de 0,8 grammes de protéines par jour. Et quelles que soient les habitudes, les rituels, la culture, il faut répartir le plat, un quart de protéines végétales, animales et bien sûr des fruits et légumes. Le sport reste essentiel et les dernières recommandations recommandent donc 150 minutes par semaine de sport avec un indice d'activité physique, donc plus l'activité elle est, je dirais, importante, plus l'indice est important, surtout pour la course, pour la nage et pour le biking, pour la pratique de sport. Donc je termine. Si Dr Bouzelmat il a mis les loups et les moutons, moi je mis en étant femme la pomme, et dire que le diabétique c'est un patient qui cache beaucoup de choses. Il faut retenir s'il vous plaît que le patient diabétique il va mourir par son corps, pas par autre chose, que l'albuminurie et le déclin du débit de filtration glomérulaire sont des facteurs de risque indépendants de mortalité cardiovasculaire, que le traitement passe par un équilibre glycémique adapté au profil du patient, qu'il faut viser les moins 140 sur 90 et rester réaliste avec les objectifs de tension artérielle, avec une meilleure tolérance, surtout quand on a des facteurs de risque cardiovasculaire, privilégier, d'après les dernières recommandations et même l'OMS,
l'IEC et la bithérapie, et surtout associer au traitement le lifestyle ou les mesures hygiéno-diététiques. Je vous remercie énormément.